Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire inaugural mené dans le cadre de la collection académique Développer les gestes RH égalitaires. Le sujet, vous le savez, est important. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du plan national d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique. C'est un plan qui engage les employeurs publics, évidemment, à prévenir les inégalités dans les parcours, les conditions d'exercice et l'accès aux responsabilités. Alors, dans ce cadre, les personnels d'encadrement pédagogique et administratif de l'éducation nationale ont un rôle stratégique à jouer. Le plan national d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ses déclinaisons académiques, les feuilles de route RH, en précisent les grandes lignes. Avant de donner la parole à notre conférencier principal, je souhaite rappeler que cette formation, déployée par l'IH2EF en partenariat avec la direction de l'encadrement et la DGRH, s'adresse à l'ensemble des personnels d'encadrement. Elle constitue une première étape d'un parcours de formation qui se déclinera ensuite dans les territoires à travers des ateliers à visée très opérationnelle. Ces temps de travail auront pour objectif d'identifier des leviers concrets du pilotage de l'égalité et de favoriser au quotidien l'adoption de pratiques professionnelles explicites et exigeantes en matière de gestion des ressources humaines. Ils permettront également d'interroger les biais systémiques qui traversent notre écosystème et d'examiner les données contextualisées susceptibles d'éclairer l'action des cadres dans les différents processus RH. Qu'il s'agisse du recrutement, de l'évaluation, de l'attribution des missions ou des mobilités. Cette formation au geste RH égalitaire est conçue dans un objectif de massification, en s'adressant à l'ensemble des cadres de l'éducation nationale. Notre objectif est simple, parvenir dès 2026 et au plus tard en 2017, qui sera l'année du bilan, parvenir à ce que 100% de nos cadres aient été plus que sensibilisés, formés à développer des gestes RH égalitaires. Ce dispositif, encore en précision, est un format hybride. Son ancrage institutionnel fort et sa dimension réflexive répondent en tout point à ce besoin massif de formation des encadrants. Il prend la forme d'une collection académique qui constitue un levier pour favoriser l'émergence d'une culture commune entre cadres et intégrer les objectifs d'égalité dans le quotidien des académies et des établissements. Pour engager cette réflexion, nous avons sollicité Didier Chavrier. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Université d'Orléans, délégué à l'égalité, la diversité et l'inclusion et membre du Haut Conseil à l'égalité. Vous êtes déjà intervenu en juillet dernier auprès des référents académiques et aux côtés de Sandrine Bétrancourt. Sandrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en sociologie de l'éducation et plus particulièrement des questions évaluatives. Vous rappellerez les principes d'égalité professionnelle qui sont portés par les politiques publiques et les conditions par lesquelles l'ensemble des cadres de notre institution peuvent en faire un principe intégrateur au quotidien. Les participants à distance, que je sais nombreux d'ores et déjà, disposent de l'espace de discussion en ligne, que je vous invite à mobiliser largement pour partager vos remarques, vos réactions, interrogations ou encore les dilemmes professionnels que vous rencontrez au quotidien sur ces thématiques. Sandrine Bétrancourt, chef de projet à la DRH, que je salue à nouveau, assurera la veille sur vos contributions et les relaiera auprès de notre intervenant afin d'approfondir la réflexion à partir de vos contextes professionnels concrets. Les participants à distance, n'hésitez pas à vous manifester, à poster vos interrogations. Et Monsieur Chavrier, je vous donne la parole pour une intervention et nous nous retrouvons juste après pour les échanges. Merci à vous. Bien. Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour effectivement à l'ensemble des participants et des participantes que je sais nombreux et nombreuses en cette journée de distanciel, en particulier au niveau de l'Académie de Normandie, de Grenoble, d'Orléans-Tours, de Lille, de Nantes
et évidemment d'autres académies, je ne vais pas toutes ici les citer. J'ai une pensée aussi particulière pour Frédéric Hannequin, que je sais parmi nous aujourd'hui en distanciel. Je voudrais également remercier évidemment Sandrine de la sphère des GRH, mais également l'IH2EF de nous accueillir dans cet écrin aujourd'hui de façon à permettre ici cette présentation. J'allais dire cette interaction, c'était peut-être un peu trop dans un premier temps, mais comme il vous a été rappelé, vous pourrez poser des questions. Non pas que j'aurai accès à toutes les réponses que vous pourrez me poser, je n'ai pas cette prétention-là, mais au moins essayons de cheminer ensemble sur un certain nombre de considérations autour des questions complexes d'égalité que nous devons mener à bien à travers les politiques publiques que sont les nôtres. Et à cet égard, je tiens à remercier évidemment l'ensemble des personnes dans les régions académiques qui œuvrent sur les questions d'égalité, aux chefs de service, aux DRH, au personnel de direction, au personnel d'encadrement, aux IEN, aux IPR. Toutes ces personnes-là, et bien plus encore, ont pour objet de conduire ces politiques publiques de manière intégrative, c'est-à-dire dépasser cette dimension de travail en silo que l'on peut avoir parfois à l'esprit, ou une politique qui peut être pensée comme connexe, parallèle, et qu'on ne traitera quand on aura le temps de traiter d'autres choses. On s'apercevra que c'est loin d'être le cas, en particulier dans le propos introductif que je vous proposerai aujourd'hui, de manière, in fine, à se poser la question comment opérationnaliser les prescriptions relatives à l'égalité professionnelle, c'est-à-dire transiter de la prescription qui peut être faite au niveau des GRH, avec l'outil d'analyse qui peut être développé au niveau de la région académique, jusqu'à leur application au sein des établissements. Donc comment cette poupée russe, si je puis dire, se construit, et se construit de manière cohérente en faisant en sorte que l'ensemble des acteurs et des actrices, les parties prenantes, se sentent investis au quotidien, puisque l'idée n'est pas de faire une action dans l'année sur les questions d'égalité. Ça peut avoir du sens, mais en réalité, la perspective qu'on va chercher à développer va être une perspective intégrative dans ces actions, ces missions au quotidien, comment chacun, chacune dans ses actions et ses missions au quotidien contribue en réalité à cette valeur d'égalité qui, je le rappelle, est une valeur fondamentale de notre République. Donc pour ce faire, nous allons transiter progressivement sur cette dimension. Mais avant cela, je vais vous proposer dans la slide suivante de prendre un cadre très très général. Alors c'est peut-être mon côté universitaire qui ressort et je prie de m'en excuser, mais évidemment, il y a certaines dimensions qui, ici, peuvent être rappelées. J'aime bien rappeler, lorsqu'on parle d'égalité, une très vieille citation de Cornelius Castoriadis, pour ceux et celles qui s'en rappellent, en particulier dans les carrefours du labyrinthe. Ce sont les certitudes les mieux ancrées, allant de soi, qui sont interrogées avec le plus d'acharnement et le plus sûr d'être suspectes. Leur évidence témoigne contre elles, et leur acceptation ne les soustrait pas à la présomption d'accomplir une fonction méconnue, elle la renforcerait plutôt. Pourquoi commencer par cet avant-propos? C'est-à-dire que dès que nous arrivons sur les questions d'égalité, il faut être en capacité de déconstruire un certain nombre de prêt-à-penser, de certitudes que nous véhiculons au quotidien, hommes et femmes, sur les questions d'égalité. Et souvent, quand je pose des questions, que ça puisse être à des enseignants stagiaires, des cadres, des pairs-dire, et ainsi de suite, pourquoi vous fonctionnez comme ça? La réponse que je peux avoir des fois de manière surprenante, parce que c'est comme ça, parce que c'est la tradition, ou alors parce que c'est naturel. Donc partant de cette citation de Cornelius Castoriadis, l'idée étant que souvent dans nos pratiques, nous réalisons des choses assez automatiques, des prises de décision, des structurations de dispositifs, sans jamais nous questionner véritablement sur ces derniers, quant à leur finalité encore, mais surtout quant à leur sens. Et de ce fait, lorsque nous ne nous questionnons pas sur les dimensions en particulier de genre, de stéréotypes de genre, nous avons tendance à les reproduire. Notre inconscient s'immerge en permanence dans nos actions, dans nos prises de décision. Or, cet inconscient est construit très largement autour de stéréotypes qui génèrent des préjugés, qui eux-mêmes génèrent des stigmates, des catégorisations et des biais d'inférence et de déduction. En somme, pourquoi commencer avec cette citation de Cornelius Castoriadis? Tout simplement pour dire que peu importe les outils qu'on sera en capacité de développer, les dispositifs qu'on sera en capacité de créer, tout dépendra des intentions qui s'emparent de cet outil, des intentions conscientes et inconscientes. Et les intentions inconscientes en particulier
contre lesquels il faut lutter, notre socialisation de genre qui a opéré dès notre socialisation primaire et secondaire, tous les stéréotypes que nous avons emmagasinés, il faut être en capacité, d'une certaine manière, de lutter contre soi-même. Lutter contre soi-même, avoir un degré de conscientisation de notre socialisation, de manière à ne pas dévoyer des dispositifs qui pourraient être créés dans une perspective d'égalité. Donc lutter contre soi-même, c'est peut-être là le plus difficile, et ça nous place d'une certaine façon au fronton du temple d'Apollon à Delphes, avec bien sûr la maxime que vous connaissez, connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, effectivement, c'est là le point important pour avancer sur les politiques d'égalité et ainsi d'éviter un principe de reproduction qui est pensé totalement comme naturel, et on aura quelques exemples ici à l'esprit qui viendront parsemer ma présentation en cette journée. Ce qui nous permet dès à présent de passer à la slide suivante pour aborder le cadre réglementaire. Alors, petite digression, mais me semble-t-il utile de revenir sur cette dimension. Pourquoi ? Puisque, a priori, tout le monde connaît le cadre réglementaire, nul n'est censé ignorer la loi. Partant de ce principe, effectivement, tout le monde a connaissance, mais peut-être bien comprendre la portée de ce cadre réglementaire et les implications que cela a au quotidien. Non pas de manière ponctuelle, non pas de manière annexe, tel un dispositif égalité qui sera créé, dont on s'occupera quand on aura le temps, par rapport à toutes nos missions que l'on peut avoir par ailleurs, en tant que personnel de direction, personnel d'inspection ou quoi que ce soit. Non, au contraire, c'est repenser peut-être les choses, peut-être changer de paradigme, de manière de voir, de façon à aborder une dimension intégrative. Donc, repasser par le cadre réglementaire a ici plusieurs vertus, dont celle que je viens d'évoquer. Donc, on va débuter sur le cadre réglementaire, sur la dimension suivante, la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on va repartir de très large, mais le but, ce n'est pas de faire un cours de droit constitutionnel, je vous rassure, mais néanmoins revenir sur les bases que sont celles de notre société et dans lesquelles s'inscrivent toutes nos lois, et en particulier les lois sur l'éducation qui vont constituer le code de l'éducation, puis après le socle commun, loi d'orientation et jusqu'au programme, on voit ici la cohérence et la continuité. Pourquoi je me permets de faire ça ? Parce que bien souvent, quand j'échange avec des personnels de l'éducation nationale et a fortiori aussi des enseignants et encore plus des enseignants stagiaires, ils n'ont pas cette connaissance, cette cohérence de la hiérarchie des normes juridiques qui permettent néanmoins de remonter assez haut dans la justification de son engagement au sein du système scolaire. Donc si nous partons évidemment du siècle des Lumières du XVIIIe siècle avec la création d'une certaine façon des valeurs de la République sur à la fois Montesquieu, la séparation des pouvoirs, sur le traité sur la tolérance, sur le principe d'égalité et de liberté qui vont guider évidemment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui rappelle dans son article 1er que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Point important puisque là ici nous avons la liberté et l'égalité qui nous rassemblent aujourd'hui, qui est inscrit dans l'article 1er de la DDHC, mais il faut voir aussi le mot net qui est placé en gras, que je vous place en gras, et qui rappelle que dès la naissance, en réalité, peu importe toutes les différences entre les individus, qu'ils soient grands, petits, estampillés du sexe d'état civil masculin ou féminin, ainsi de suite, peu importe toutes les différences qui existent en étant jeunes, très jeunes, à la naissance, les individus sont égaux. Alors, ce n'est pas inintéressant, pourquoi ? Parce qu'on perçoit de fait que la différence ne s'oppose pas à l'égalité. La différence n'est jamais un problème. Le problème, c'est ce qu'on va faire, ce que nous allons faire des différences. Et ce que nous allons faire des différences, soit créer un référentiel commun, qu'on va appeler l'égalité, soit au contraire naturaliser, essentialiser un certain nombre de différences en inégalité. Donc le problème n'est jamais la différence, que ce soit dans la gestion d'une classe, que ce soit dans la gestion des effectifs d'une équipe ou quoi que ce soit, c'est ce que nous faisons des différences, le cadre que nous plaçons, par exemple en didactique, pour avancer avec ce groupe-là et ainsi converger vers l'égalité ou au contraire renforcer ces différences, les stigmatiser, par exemple des différences de genre, pour venir sur des dimensions d'inégalité. Ce qui va conduire progressivement à la constitution, première constitution française, jusqu'à la constitution de la Ve République en 1958. Nous sommes à ce jour
toujours sous une 5e République, sauf s'il se passe quelque chose pendant l'intervention, bon, vu le contexte politique en ce moment, mais normalement nous sommes toujours sous une 5e République. Donc la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction en particulier d'origine, de race, de religion et ainsi de suite. Ici, la loi, il est rappelé que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux, aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Donc, l'article 1er de notre Constitution rappelle quand même le principe d'égalité qui nous anime aujourd'hui sur l'égalité professionnelle. Donc, ce n'est pas une lubie du ministère de l'Éducation nationale, ce n'est pas une lubie de la DGRH, j'en profite comme j'ai Sandrine à côté de moi, on voit bien qu'on est placé ici quand même sous l'égide de l'article 1er de la Constitution de la Ve République. Donc si nous continuons par rapport à ces dimensions, on s'aperçoit que cette orientation va se décliner dans les textes du ministère de l'Éducation nationale. Et j'aime à rappeler une chose qui est trop souvent oubliée, si vous prenez le deuxième paragraphe ici, outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. La nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Et là, quand on donne ce cap-là, on le comprend au regard du bloc constitutionnel qui a indiqué précédemment que le cap ne peut être que celui-là. Mais ça pose des questions dans la déclinaison. Trop souvent, pour le dire sans embâge, cette mission est confiée dans les établissements scolaires aux enseignantes et enseignants d'histoire-géographie à travers les EMC et la construction du citoyen va se faire ainsi avec quelques heures. Pardonnez-moi, mais je trouve ça très hypothétique. En réalité, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République, ça veut dire que tout le monde, peu importe son poste, enseignant, personnel administratif et ainsi de suite, converge vers cette finalité. Sinon, vous faites autre chose que vous inscrire dans le système scolaire. Et ça amène une question, par exemple, que je peux vous poser, et qui est posée, que je pose aux inspecteurs et aux inspectrices quand j'interviens, et j'ai la chance d'intervenir auprès de certains inspecteurs et inspectrices en formation initiale ou continue. En réalité, au regard de la finalité même du système, la première question qui devrait se poser pour n'importe quel personnel de l'éducation nationale et a fortiori pour les enseignants et les enseignantes, c'est en quoi ce que vous avez fait aujourd'hui a permis le partage et la transmission des valeurs de la République et en particulier de la valeur d'égalité, celle que nous rejoignons aujourd'hui. Donc autant dire que sur une inspection, si la première question qui était posée à un enseignant ou une enseignante, c'était en quoi la leçon que vous proposez aujourd'hui a permis le partage et la transmission des valeurs de la République, c'est-à-dire en quoi votre leçon s'inscrit dans la finalité même du système, ce qui paraît a priori cohérent, légitime, logique, mettrait en grande difficulté, bien évidemment, l'enseignant à qui la question est posée. Parce que souvent, le traitement didactique est pensé uniquement à partir de la discipline, sans rattacher ça à la finalité du système, comme s'il y avait une inversion des fins et des moyens. Donc ça pose véritablement cette réflexion, qui est une réflexion quasi épistémologique, entre l'articulation de l'accession aux connaissances et l'articulation aux valeurs dans une co-construction par rapport aux situations qui sont présentées aux élèves. Donc là, c'était déjà un axe de réflexion avec un exemple porté au niveau des personnels et en particulier de l'inspection. Si nous passons sur une dimension suivante, sur une slide suivante, on voit que le propos que je suis en train de vous tenir n'est pas une vision de M. Chavrier, une vision totalement excentrique et déformée de ce qu'est le système scolaire. Pourquoi ? Puisque si nous reprenons le référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation, les deux premiers principes généraux recherchés dans les compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, donc au sens large, principe général numéro 1, faire partager les valeurs de la République, savoir transmettre et faire partager les principes de la vie démocratique ainsi que les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, le refus de toute discrimination. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, principe général numéro 2, agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques, se mobiliser et mobiliser les élèves. Donc c'est se mobiliser, mais également mobiliser les élèves, point important, contre les stéréotypes, les discriminations de tout ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Donc nous sommes totalement dans la recherche aussi de ces deux compétences, et en particulier sur l'égalité femmes-hommes. Donc c'est dans ce cadre législatif qui se décline par un certain nombre de lois et de référentiels
que mon propos, évidemment, s'inscrit. Cette dimension, on la retrouve à travers la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui va arriver après, mais qui aura une importance capitale, puisqu'elle nous place ici sous un certain nombre d'obligations. D'obligations qui sont faites à tous les niveaux, au niveau du ministère, au niveau des régions académiques, et qui se déclinent au niveau des établissements, et ainsi de suite. Donc l'obligation de plan d'action pour l'égalité professionnelle, donc qui dit plan d'action dit nécessairement évaluation diagnostique à différents niveaux, création d'indicateurs pour rentrer dans une logique de projet pour faire avancer, tester éventuellement évidemment des actions, mais voir si ces actions, par une évaluation formative, formatrice également, sommative, permet une évolution ou pas de la réalité constatée. Ce sont aussi des dispositifs de nomination, des formations professionnelles, de nomination équilibrée sur les emplois à vérifier, tous les dispositifs, composition éthique équilibrée des jurys, accompagnement de la parentalité, ça sur d'autres dimensions que j'aborderai peut-être moins aujourd'hui, mais si vous avez des questions éventuellement je pourrais y venir, et le déroulement de la carrière des personnels, et tous les personnels, même les personnels en situation de handicap. Donc là, vraiment une synthèse du titre 5 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, qui nous place un cadre légal, une obligation très forte comme vous le savez. Si nous continuons, pourquoi replacer tous ces éléments? De manière à éviter que nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité ne soient juste des mots qui restent dans le ciel des idées et qui ne trouvent aucune transposition concrète à quelque moment que ce soit, que dans l'acte d'enseignement, dans nos pratiques professionnelles et ainsi de suite. Et pendant trop longtemps, et là je vous donne ma position, mais ça reste que mon avis personnel, pendant trop longtemps, ces valeurs-là ont été pensées comme gravées dans le marbre, comme allant de soi. Et on s'aperçoit malheureusement par un certain nombre de faits de société, les médias nous le rappellent également, que c'est loin d'être acté, que ces valeurs ne sont pas dans le ciel des idées et qu'à la fin de la scolarité obligatoire, elles tomberaient dans le cerveau, dans la tête de nos chers élèves, mais qu'en réalité, elles doivent être construites au quotidien. Une république en soi n'est qu'une institution qui vit parce que des personnes soutiennent cette institution. C'est peut-être aussi le propos qu'avait l'école de la République sous la Troisième République, quand vous relisez Ferry, entre autres. Donc il y a peut-être aussi cette acuité supplémentaire portée à la construction des valeurs de la société, des valeurs de la République, de liberté, d'égalité et de fraternité, et aujourd'hui tout particulièrement d'égalité, qui pose question au regard du contexte de société. Si nous continuons, au-delà de cette introduction, on en arrive sur le plan national. Alors sur le plan national, je vais aller très très vite. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà, du moins j'ose espérer. Le plan national d'action a été mis en place, vous avez eu un premier plan national d'action avec la création et l'incitation très forte de plans d'action académiques qui impose à la fois d'articuler, on va dire, ce curriculum formel qui vient du côté de la DGRH avec un curriculum réel, c'est-à-dire avec la réalité d'une région académique, ses caractéristiques propres pour savoir où mettre l'accent, où orienter pour favoriser. Donc il y a ici une double lecture sur un plan académique. Le plan académique n'est pas juste la retranscription in extenso du national au local, mais c'est d'adapter le national au regard d'un contexte local. Et toutes les académies, évidemment, ne sont pas dotées de la même façon, n'ont pas les mêmes difficultés également. C'est l'installation de référentes et référents égalité, point très important, qui vont être une cheville ouvrière dans le déploiement des plans académiques. Cheville ouvrière aussi très importante, pourquoi? Parce que ces personnes-là vont être à l'interaction avec de nombreux services. Le but de ces personnes, je parle bien évidemment sous couvert de la DGRH qui est à ma droite, mais le but de ces personnes, c'est aussi, de faire du lien pour éviter le travail en silo, pour que tout le monde puisse avancer dans le même sens au quotidien. Et également la création des dispositifs d'écoute et de traitement des signalements de manière à lutter contre les violences. Donc ça, c'est un point qui était rappelé effectivement sur le premier PNA, Plan national d'action au niveau ministériel. Ce premier PNA fait suite au deuxième. Donc le deuxième, on va être sur une dimension plus opérationnelle avec des indicateurs plus précis. C'est vrai que souvent, et moi-même c'est mon cas, je pense qu'on le retrouve chez tout le monde, c'est que les premiers plans d'action sont des plans d'action quasi politiques d'intention générale. Or, on sait que les intentions sont louables, mais qu'elles ne permettent pas forcément d'avoir prise sur la réalité.
Donc quand on veut essayer vraiment de faire changer les choses, on va avoir des actions qui sont beaucoup plus précises, avec des pilotes beaucoup plus fléchés et surtout des indicateurs précis qui permettront une évolution. Donc ça transite en tout cas pour le deuxième PNA avec moins d'actions, mais des dimensions qui vont être renouvelées et en particulier on va avoir la question de la santé qui va être prise en compte ici sur le deuxième, et également les objectifs de formation des agents sur la sphère de la gestion des ressources humaines. La question de la formation est essentielle. Pour déconstruire un certain nombre de stéréotypes que nous véhiculons implicitement, il nous faut à la fois des actions d'information, de sensibilisation et de formation. Et la grosse difficulté sur les formations, c'est que si nous laissons les formations au bon vouloir des personnes, les personnes ne viennent pas forcément. J'ai jamais rencontré un personnel de direction, un enseignant ou ainsi de suite qui me disent « moi, si j'ai fait ce métier, c'est pour creuser les inégalités parce que c'est ça que je cherchais ». Évidemment, tout le monde est pour l'égalité. Mais entre le dire et le faire, il y a un monde, il y a un gap. Et parfois, l'enfer est même pavé de bonnes intentions, on peut s'en apercevoir. Donc là, le passage par la formation peut, et même, je le dis moi-même, doit être rendu obligatoire. Et le plan d'action égalité permet de rendre obligatoire un certain nombre de choses. Comme je le dis également très souvent, quand je construis un plan d'action égalité, qui a ses avantages et ses défauts, comme tout plan d'action égalité, néanmoins, je l'utilise souvent comme un cheval de Troie. C'est-à-dire que je passe par le plan d'action égalité pour construire certaines obligations pour pouvoir placer en formation certains personnels cibles qui vont être des figures de proue dans la politique égalité qui va être menée. Donc c'est évidemment les questions de mixité et également l'articulation entre vie professionnelle, vie personnelle et familiale. Je reviendrai un peu moins aujourd'hui là-dessus puisque ce n'est pas la commande qui m'a été faite, mais si néanmoins vous avez des questions, on pourra l'aborder sans difficulté. Si nous continuons sur les autres dimensions par une slide suivante, s'il vous plaît. Donc on retrouve ici les 7 orientations, je ne vais pas les décrypter, mais les 7 orientations rappelées par la DGRH. L'essentiel, c'est que toutes ces dimensions puissent se retrouver. Alors je dis ça puisque au niveau de l'Université d'Orléans, j'ai formulé ça différemment, mais on retrouve en tout cas, et je tiens à vous rassurer, et je tiens à rassurer la DGRH et le ministère dans son entièreté, qu'effectivement nous retrouvons l'ensemble des actions qui doivent être prises en compte. Donc si nous prolongeons cette perspective par la slide suivante, nous pouvons voir ici une perspective de plan d'action égalité de l'Université d'Orléans. Alors, quand j'évoque ici l'Université d'Orléans, ce n'est pas parce que l'Université d'Orléans est la meilleure ou quoi que ce soit, nullement. Ça n'a pas valeur d'exemple véritablement. C'est plus une illustration, quelques idées qui peuvent être amenées. En particulier, pourquoi ici? Parce que notre précédent plan avait permis quand même des résultats non négligeables. En l'occurrence, une réduction de 12% de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est peut-être un point qui est le plus facile à comparer entre les différents plans d'action égalité, que ce soit des établissements, des régions académiques et ainsi de suite, puisque techniquement, dans cet axe de réduction des écarts de rémunération, tout le monde utilise l'outil de la DGAFP qui permet justement d'avoir une unité, une homogénéité dans le traitement et donc de faciliter une comparaison. C'est beaucoup plus difficile sur les autres axes techniquement de comparer, mais là au moins les comparaisons sont possibles. Donc il pourrait être intéressant d'avoir cette, là c'est plus un appel côté ministère, mais d'avoir cette comparaison sur des régions académiques des établissements, voir les établissements qui ont obtenu des écarts de rémunération assez conséquents entre les femmes et les hommes pour mettre en avant certaines actions et valoriser certaines actions. Donc là, je vous présenterai quelques actions, évidemment, sans prétendre nullement à l'exhaustivité. Un score, l'Université d'Orléans avait obtenu un score final également d'égalité professionnelle de plus de 80%. Il y a un pôle pour l'instant, sur lequel il faut qu'on travaille pour progresser davantage. C'est aussi des process et des logiques RAM clairs et efficaces. Qui fait quoi, quand, à quel moment, de l'étape de la procédure et ainsi de suite. Trop souvent, quand je vois des plans d'action, même les premiers plans d'action de l'Université d'Orléans, les process n'étaient pas suffisamment clairs sur qui fait quoi pour avancer concrètement, qui sont les services en lien, quel est véritablement le maillage effectué pour avancer, qui est pilote de l'action. Donc vraiment que ça soit établi à travers de fiches actions claires.
Sur l'Université d'Orléans, ça nous permet 80 actions d'information, de sensibilisation et de formation par an, et ça a même permis la création comme ça d'un e-learning. Alors pourquoi transiter par le e-learning? Parce qu'une université, tout comme un rectorat, c'est énormément de personnes à former. Si vous voulez former tout le monde en présentiel, il faudrait par exemple moi que je fasse ça à plein temps. Je ne suis pas sûr que mon président d'université accepte que je sois délégué juste sur cette mission-là. Donc forcément, ça transite par la création d'outils. Et nous avons transité ici par un e-learning. Donc slide suivante s'il vous plaît. Donc on retrouve sur des actions, tout un agenda, je parlais de 80 actions par an, on va retrouver des expositions, des projections débats, des formations, des conférences, des challenges numériques, justement pour se tester sur les connaissances, en particulier sur l'égalité ou même sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Toujours aborder les dimensions ludiques pour pouvoir mieux faire passer. Donc vous avez ici un exemple d'agenda sur l'université. Si on prolonge sur la slide suivante, on retrouve des actions de communication, donc là sur le bizutage qui sont diffusées, en particulier sur les périodes de septembre et d'octobre à l'université. Si on continue, on va retrouver des sensibilisations aux violences qui ont été mises en place, donc des créations spécifiques qui rappellent évidemment les éléments de loi et de cadre, parce que bien sûr le code pénal s'applique également aux établissements d'enseignement supérieur. Et si on continue peut-être, le point plus important ici, c'est visibiliser les décisions qui ont été prises par la commission disciplinaire. Parfois, on peut entendre des étudiants dire « oui, mais de toute façon, il n'y a rien qui est fait » ou ainsi de suite. Ce n'est pas qu'il n'y a rien qui est fait, c'est qu'ils ne le savent pas forcément. Et quand ils apprennent effectivement toute l'ampleur des actions mises en place, et en particulier ici, dans cette dernière campagne de l'Université d'Orléans, les dernières décisions qu'il y a eu au sein de la commission disciplinaire de l'université concernant les agissements de certains étudiants ou de certaines étudiantes, on s'aperçoit que 3 ans d'exclusion à 5 ans d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur et de recherche pour des faits que vous pouvez lire ici, ça a son importance, c'est que l'université agit. Donc ça permet de montrer effectivement qu'il y a à la fois des dimensions d'accompagnement et de sanctions, le cas échéant, là au niveau administratif, mais il peut aussi avoir un versant pénal, ça va de soi. Donc si nous continuons, on arrive ici rapidement sur le e-learning que je vous avais évoqué, et sur la slide suivante, pour gagner un peu de temps, vous avez du coup le plan d'action égalité de l'université qui se déroule en 4 axes. Donc dans ce plan d'action, je vais laisser un peu de côté l'axe 3 et l'axe 4. Alors tout recentrer, vous allez dire, mais si vous avez suivi jusqu'à maintenant, dans le plan d'action national, il y a 7 axes, et là vous restreignez sur 4 axes. Quel est ce tour de magie? Sorcellerie, direz-vous? Non, tout simplement que certains axes sont intégrés. Par exemple, si vous regardez la question de la santé au travail des personnels, nous avons fait le choix de le placer dans l'axe 3, c'est-à-dire articulation, activité professionnelle, personnelle et familiale, puisque nous avons considéré ici qu'on était sur un continuum. Donc cet axe-là fait partie de l'objectif 6 de l'axe 3. Tout comme la gouvernance fait partie d'un point particulier sur le pilotage et l'orientation de tous les COPIL, de tous les groupes de travail, qui se réunissent sous quelle périodicité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça fait partie d'un axe administratif de pilotage. Mais si nous nous concentrons sur les 2 premiers objectifs, nous retrouvons un certain nombre d'orientations qui n'ont rien de magique en soi, mais qui permettent ici des avancées. Et les avancées que nous avons ici arrêtées sont les suivantes, c'est-à-dire la faite, par exemple, sur l'évaluation, la prévention des écarts de rémunération. En fonction, il faut faire cette évaluation. Je pense que tout le monde l'a fait sur l'axe 1. C'est être capable, donc en utilisant le guide de la DGAFP, de percevoir l'influence de la ségrégation des corps, de l'effet démographique, de l'effet prime également, dans la constitution des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et là, je pense qu'il y a des grandes tendances qui s'ouvrent évidemment dans toutes les régions académiques et dans tous les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour les universités. On sait, et je ne m'avance pas trop en disant ça, que la ségrégation des corps est peut-être l'axe qui grève le plus l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Pour le dire concrètement sur une université, pour vous donner un exemple, on va trouver davantage d'hommes professeurs des universités
classe exceptionnelle, parce qu'ils sont rentrés très jeunes en tant que PU et ont gravé tous les échelons, et les plus gros salaires sur une université sont les professeurs d'université classe exceptionnelle. Alors que par exemple, des femmes vont arriver plus tard sur leur habilitation à diriger des recherches, donc plus tard même à des postes de PU et n'arriveront pas sur des classes exceptionnelles. Et on va retrouver davantage de femmes sur des corps administratifs et plutôt administratifs de catégorie C. Donc on voit que la ségrégation des corps ici accentue énormément l'inégalité salariale. Donc une fois qu'on a posé ce diagnostic, il faut aussi avancer des voies de réflexion. Donc la ségrégation des corps joue énormément, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la ségrégation des corps. L'effet de démographie au sein d'un même corps, on s'aperçoit de la progression inégalitaire des hommes et des femmes au sein d'un corps. Donc là, ça pose des questions sur l'avancement au sein des corps. On va se poser des questions également sur l'accès aux primes, l'accès aussi au temps partiel, parce qu'on sait que davantage de femmes prennent des temps partiels, parce qu'il y a tous des stéréotypes sur la famille et l'occupation sur la famille. Donc là, ça pose des questions. Comment faire en sorte, alors non pas d'interdire aux femmes de prendre des temps partiels, parce que, me semble-t-il, c'est interdit, mais comment faire en sorte aussi que davantage d'hommes s'engagent dans les temps partiels. Et donc de voir ils méconnaissent très souvent quels sont les avantages, les perspectives de temps partiel. Donc il y a aussi une information plus générale. Et sur l'axe 2, garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps, cadre d'emploi, grade et emploi de la fonction publique, on va être sur les notions de parité. Comment permettre d'accéder à la parité sur un certain nombre de choses. Donc aussi bien sur des questions d'information, également beaucoup de raisonnement sur l'ergonomie des postes pour ne pas genrer certains postes et accompagner sur les postes. Renouveler la convention avec le rectorat dans la lutte contre les stéréotypes de genre, c'est quelque chose qui est très important puisque quand nous recevons, par exemple sur l'université, nous voyons une orientation qui est très genrée, je pense entre autres aux filières informatiques, c'est trop tard pour agir sur l'université. Il faut que nous agissions de manière conjointe avec le rectorat sur la sensibilisation des plus jeunes, de manière à déconstruire ces stéréotypes. De sensibiliser les laboratoires, accueillir des filles, et pas seulement que des filles, mais partout particulièrement des filles, créer des portraits biographiques, déploiement aussi des dispositifs de tutorat, le coaching, le tutorat, là c'est pour venir sur l'HDR, mais pourra aussi permettre à certaines personnes d'accéder ou commencer à connaître des postes à responsabilité pour voir que c'est possible d'accéder à certains postes, la répartition des services, les formations pour inciter à se présenter à des postes d'encadrement. Bon, voici quelques grandes orientations ici présentées. Si nous continuons, alors là je vais laisser passer, là c'est juste pour que vous ayez une vision sur l'articulation vie personnelle, professionnelle et familiale, avec certaines dimensions qui sont abordées, tout comme la prévention des discriminations, des actes de violence. Vous avez ici un certain nombre d'informations sur ces aspects. Si question il y a, on pourra y revenir sans nulle difficulté. Par contre, nouveauté, et je pense, alors là ça a été aperçu de manière très rapide, mais nouveauté sur la slide, sur notre deuxième plan, nous avons fait le choix qui a amené débat, en particulier avec les organisations syndicales, mais c'est un choix que je souhaitais porter dans le plan d'action égalité, d'inscrire la question de laïcité directement dans le plan d'action égalité, puisque la laïcité est garante évidemment de la liberté de conscience, mais est garante également de l'égalité des droits et des devoirs, et indépendamment en particulier de son sexe. Et donc la question de la laïcité est introduite pour l'Université d'Orléans directement dans le plan d'action égalité. Donc maintenant, comment construire et faire vivre son plan d'action académique? Ça pose un certain nombre de questions que vous vous êtes posées et auxquelles vous avez déjà apporté, j'imagine, bon nombre de réponses. Donc si nous avançons sur cette dynamique, comment faire vivre son plan d'action? Alors, ça dépend de quel plan d'action on parle en réalité, puisqu'il y a le plan d'action à la fois national, il y a le plan d'action académique, et il y a le plan d'action, enfin le projet établissement, mais en fait il y a un plan d'action établissement si on veut le formaliser correctement. L'idée à chaque fois c'est de faire évoluer une réalité que l'on constate. Donc si c'est une réalité que l'on constate, déjà il y a eu des évaluations diagnostiques qui ont été opérées. Quelqu'un qui est référent ou référente égalité, peu importe où la personne est placée, mais je vais raisonner au niveau du rectorat, n'a pas la capacité personnelle de réaliser un diagnostic sur tous les plans. Il y a forcément un rapprochement avec les RH, avec un certain nombre de services, de chefs de service, pour pouvoir extraire ces données, pour avoir une cartographie. Et au regard de cette cartographie, voir les points forts, les points faibles de l'académie, les mettre en perspective avec les orientations nationales portées par la DGRH, pour construire in situ un plan.
Et ce plan-là, le chef d'établissement fait de même. On regarde du plan académique, on regarde les réalités de son établissement. Tous les établissements, évidemment, ne sont pas pareils. Du coup, quelles sont les actions que je peux mettre en avant? Et on sait très bien que dans les établissements, il va falloir une vigilance en particulier sur les questions RH au niveau de l'établissement, mais il y aura également une vigilance tout particulièrement auprès des élèves, puisque là, on touche le dernier échelon. Et on l'a vu dès la loi d'orientation, dès les compétences recherchées dans le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation également, c'est pas simplement faire partager et transmettre les valeurs de la République, c'est aussi faire participer les élèves à la construction de ces valeurs. Et c'est essentiel en fait dans l'apprentissage des valeurs. Donc on est sur ces dimensions d'évaluation diagnostique qui vont nécessiter des synergies interservices pour les diagnostics et le déploiement des actions, également la mise en place d'un dialogue social puisque les organisations syndicales sont partie prenante de toutes les étapes. L'organisation de copiles, de groupes de travail sont projetés en termes d'ordre de marche avec à chaque fois et parfois, dans les universités, je le vois. C'est vrai que vous allez me dire, parfois je transpose des choses que je vois dans les universités au regard des fonctions que j'ai pu avoir par ailleurs et je fais un parallèle avec ce qui se passe dans le secondaire. Alors j'espère me tromper, mais parfois je vois aussi des réunions sur ces thématiques, des réunions de travail qui n'ont pas forcément d'ordre du jour, pas forcément de compte-rendu derrière. Et donc on avance un peu, de manière, on va dire, pas très coordonnée ou en revenant perpétuellement sur certaines questions. Là, ça permet d'avancer de manière quand même assez conséquente. Pour venir sur des fiches actions avec des objectifs très clairs, ces fiches actions, là c'est un exemple de fiches actions, vous avez très probablement vos fiches actions, mais des fiches actions qui indiquent clairement quel est le public visé, qui sont les personnes pilotes, qui pilotent cette fiche action, donc c'est-à-dire qui va rendre des comptes, à quelle échéance aussi, est-ce que c'est au niveau trimestriel, semestriel, annuel, sur l'avancée de cette action, quelles sont les parties prenantes, quels sont les autres services qui sont en lien sur cette dimension, les partenaires externes. Très important, les partenaires externes. Nous avons tendance à raisonner quasiment au huis clos au sein de notre institution, mais nous ne sommes pas spécialistes de toutes les questions. Par exemple, dès ma prise de fonction, j'ai eu à cœur d'étendre l'écosystème de l'université avec des partenaires, bien sûr institutionnels, on pense au rectorat, à la région, mais au-delà de ça également à des associations qui sont spécialistes sur un certain nombre de sujets. Après la mise en œuvre, les étapes de la mise en œuvre, les indicateurs associés à l'action, qui sont des indicateurs chiffrables, les moyens nécessaires et le calendrier associé, ce qui nous permet déjà de se projeter et de se savoir qui va être pilote sur cette dimension. Si nous continuons, on s'aperçoit ici du rôle central dans les rectorats des référentes académiques, avec un rôle vraiment de charnière entre les différents services. Et là, j'ai placé une académie que je ne connais pas du tout, totalement au hasard, bien évidemment celle d'Orléans-Tours, où on voit la structuration sur Orléans-Tours, mais comme c'est le cas, j'imagine, sur toutes les autres académies, avec un référent ou une référente académique, et derrière des référentes ou référents départementaux, et la structuration de toute cette politique qui se décline à la fois au niveau de la région académique et au sein, après, des DSDEN. Donc si nous prolongeons cette situation, ce développement, on voit bien toute la difficulté, et c'est pour moi ici la grosse difficulté que j'identifie, des synergies à trouver. Puisque si chacun travaille juste à son niveau, ça ne permet pas de prendre appui concrètement sur la réalité du terrain et faire évoluer la réalité du terrain. Donc il faut créer une sorte de chaîne d'union qui partent du national en transitant par la région académique et en allant jusqu'au PERDIR et jusqu'au plus près des élèves. Sans cette chaîne d'union qui est totalement pensée, cette imbrication ou l'effet poupée russe, si vous préférez cette image-là, peu importe l'image que vous prenez, on n'arrivera jamais réellement à changer dans le temps les choses. Et ça pose l'articulation de toutes ces personnes sur les différents domaines. Mais ce qui est demandé à ces personnes-là, tout comme moi quand je suis dans le cadre de mes fonctions, attention, je m'inclus totalement dans ces politiques-là, évidemment, au quotidien, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va être à part. Par exemple, quand on demande aux enseignants de s'inscrire dans la finalité même du système, le partage et la transmission des valeurs de la République, c'est pas de dire ils vont faire un cours un jour sur les questions d'égalité auprès de leurs élèves, un îlot comme ça au milieu d'un désert autour des valeurs. Non, c'est comment, au sein des pratiques que j'ai au quotidien, je suis en capacité de favoriser la construction des valeurs de la République et de les partager, entre autres, avec les élèves, si je suis en contact avec les élèves, ou avec mes personnels, on va dire, à tous les niveaux, de manière à ce qu'il y ait un sens global.
Donc, les personnes qui sont au poste de référent et référente académique sont à l'interface de toutes ces dimensions, avec un lien fort au niveau RH, ne serait-ce pour les diagnostics, pour les suivis, mais pas uniquement, puisque ça va poser la question de toutes les formations et les obligations de formation. Donc, il y a un lien qui est très très fort. Mais ce lien se met aussi en place au plus près des terrains, avec les chefs d'établissement, chefs de service bien évidemment en amont, les IEN et les IPR. Et les IPR et les IEN ont un rôle fondamental à jouer, puisqu'ils sont à l'interface avec les enseignants et les enseignantes, et surtout ils sont à l'interface, vous allez me dire les chefs d'établissement aussi, mais eux sont à l'interface sur la dimension pédagogique et didactique. Or, la dimension pédagogique et didactique ne peut pas se faire indépendamment des valeurs visées par l'institution scolaire. Et comme je le dis souvent, et parce que je le dis souvent, je me permets de le dire devant vous encore une fois aujourd'hui, la question qui devrait être posée, c'est en quoi la leçon que vous avez produite aujourd'hui a permis le partage et la transmission des valeurs de la République. Et c'est sûr que si vous posez la question comme ça, qui est pourtant une question normale, on regarde la finalité, en face vous avez un arrêt cardiaque du professeur qui est en face de l'IPR, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais si c'est le cas, c'est peut-être qu'on focalise trop sur nos disciplines, qui sont toutes excellentes, plus excellentes les unes que les autres, et qu'il y a une confusion entre les moyens et les fins. Bref, on pourra revenir là-dessus au besoin, même si mon propos vous paraît vous choquer ou quelque peu outrancier. Si nous prolongeons ces dynamiques, il faut structurer d'une certaine façon un nouveau paradigme, c'est-à-dire sortir de la logique du dispositif. Les politiques égalité, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire une introduction qui part du bloc constitutionnel et qui rayonne jusque sur les lois sur l'éducation, c'est qu'il faut sortir de la logique du dispositif. Les questions, les politiques d'égalité qui sont menées ne sont pas quelque chose annexe qui relève du dispositif, c'est-à-dire je fais ce que je sais faire depuis des années, et puis quand j'aurai le temps, j'essaierai de regarder un peu et de faire un peu et d'avancer sur les questions d'égalité. Si on fonctionne comme ça, on n'avance pas, concrètement, puisque vous, comme moi, comme tout le monde, nous n'avons jamais le temps. Mon emploi du temps est débordant, on n'a jamais le temps. Il faut en fait changer de paradigme, c'est-à-dire ce que je fais actuellement, tel que je le fais au quotidien, qu'est-ce qui peut amener un certain nombre de biais, qu'est-ce que je dois changer au quotidien. Parfois, ce n'est pas changer du tout au tout, c'est changer de petites pratiques, des manières de procéder, des petites choses qui permettent d'avancer, d'apporter une pierre supplémentaire à l'édifice. Et si chacun au quotidien, en tant que personnel, en tant qu'enseignant, en tant que chef de service, peu importe, père dire et ainsi de suite, apporte une pierre à l'édifice jour après jour, on change totalement de paradigme. Mais ce n'est pas quelque chose qui est annexe, qui est connexe, qui relève du dispositif et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est totalement intégratif dans nos politiques et dans les stratégies que l'on porte au quotidien. Donc si nous continuons, et on arrive sur les questions d'évaluation. C'est bien là le nerf de la guerre. Et donc sur les questions d'évaluation, on va essayer d'avancer rapidement. Donc il faut savoir que, et là je vous laisse lire uniquement, je vais juste en faire l'essence, l'évaluation telle qu'on la connaît dans le système scolaire n'a pas tout le temps existé. En réalité, on pourrait faire une conférence uniquement là-dessus, c'est un de mes dadas, mais du coup, sur l'évaluation telle qu'on la connaît n'a pas toujours existé. En particulier, l'évaluation a surtout été inscrite par les jésuites au XVIe siècle, mais parce qu'il faut voir aussi qu'il y a une forte concurrence au XVIe siècle, parce que je ne vais pas vous refaire le lien avec la naissance du protestantisme, et voilà, une certaine concurrence en termes de prosélytisme, ce qui a amené en fait les jésuites à structurer davantage leur système scolaire et à créer des niveaux de classe avec des examens, des notations et autres. Donc on voit que l'évaluation telle qu'elle a été créée historiquement n'est pas neutre en fait, elle est marquée dans un contexte de société assez particulier. Donc ici, ça nous permet d'avoir ce point historique à l'esprit. Je ne vais pas revenir dessus. Si vous avez des questions, ça sera bien volontiers. Mais disons que chaque évaluation est loin d'être neutre. Et si nous prolongeons justement cette dimension, on s'aperçoit que souvent, évaluer reste pour le commun des mortels, en fait, observer. Si j'observe, c'est bon, je relève un certain nombre d'éléments et de fait, j'ai mon évaluation. En fait, l'évaluation, c'est toujours une interprétation. C'est examiner le degré d'adéquation entre un ensemble d'informations et un ensemble de critères par rapport à l'objet. Alors, vous allez dire, je prends des informations sur une situation, sur une personne, et voilà, je juge, mais je juge en fonction de critères qui peuvent être
établi par une fiche d'évaluation, mais il y a également énormément de critères implicites qui sont jamais explicités, jamais indiqués. Et vous pouvez avoir une feuille d'évaluation qui soit au quart de point près, vous apercevrez qu'il y aurait toujours des évolutions et des arrangements évaluatifs. Par exemple, pour des enseignants, ils arrivent, même avec une fiche très pertinente, très précise, à une note de 12 sur 20, ils vont quand même s'arranger pour modifier la note parce que non, mais ça ne correspond pas totalement à l'élève ou à son investissement, à ses progrès et ainsi de suite. Donc on est toujours dans une activité de jugement et se pose la question des références que nous avons à l'esprit quand nous jugeons. Et c'est vrai dans une phase de recrutement, c'est vrai également pour des enseignants auprès d'élèves. Donc qu'est-ce qu'évaluer? C'est en fait toute une construction. Il y a toute une construction sociale dans le principe d'évaluer et l'évaluation dépend d'un énoncé prescriptif antérieur et qui implique un jugement de l'observateur. D'où le fait d'identifier, lutter contre soi-même sur ce qu'on véhicule en termes d'arrière-plan et de stéréotypes. Donc l'évaluateur n'est jamais un simple observateur. Par le principe d'évaluation, pour vous le dire différemment, l'évaluation participe à structurer même et à reproduire des inégalités sociales. Si on évalue en plus au regard de nos fonctions étatiques, on est en capacité parfois de placer un sceau institutionnel sur des inégalités sociales, donc de légitimer des inégalités sociales. Parce qu'évaluer, c'est toujours comparer un référé à un référent. Un référé, l'ensemble des éléments jugés représentatifs de, un ensemble d'intentions jugées significatives de. Et donc on voit toujours l'articulation entre des indicateurs qu'on va aller chercher, qui sont potentiellement biaisés, puisqu'on va chercher tel type d'indicateur et pas d'autres, par rapport à des normes et des critères de jugement. Mais on aura l'occasion d'y venir avec les biais potentiels que cela engendre. Donc si nous continuons, on voit bien que l'évaluation implique nécessairement une dimension axiologique, c'est-à-dire une dimension de valeur. Il n'y a pas d'évaluation sans valeur. Dès que vous évaluez une situation, une personne, dès que vous êtes en entretien, il y a forcément une dimension axiologique qui est sous-jacente, c'est-à-dire une dimension d'évaluation en termes de valeur. Et on voit que ces évaluations, comme je vous l'indique, peuvent amener une transformation des préjugés sociaux en verdict scolaire ou en verdict administratif dans le cadre d'un recrutement qui va contribuer à institutionnaliser des rapports sociaux beaucoup plus facilement. Donc si nous continuons, on voit que, et là je vais aller très vite, que lors des processus évaluatifs, il y a à la fois des biais perceptifs et des biais déductifs qui se mettent en œuvre. Alors pour vous donner un exemple très trivial, parce que souvent les exemples triviaux marquent les esprits, et mes étudiants au grand regret retiennent surtout ce genre d'exemples et pas les concepts, mais c'est pas grave. Du coup, imaginons que j'ai pour stéréotype que les étudiantes réussissent moins bien que les étudiants, et que c'est d'autant plus vrai en fonction de la couleur des cheveux. Si je questionne un étudiant et qu'il me fait une bonne réponse, je vais dire c'est normal. Si une étudiante me fait une bonne réponse, je vais dire elle a, comme ça va, ça crée une dissonance vis-à-vis de mon stéréotype, je vais indiquer elle a eu de la chance. Donc d'un côté, j'ai une attribution causale interne d'un étudiant qui permet de montrer sa compétence et de l'autre côté, pour conserver mon stéréotype, je vais affecter une attribution causale externe à l'étudiante en question. Donc on voit aussi que lutter contre soi-même, c'est lutter contre ses stéréotypes et on s'accroche à nos stéréotypes. Pourquoi on s'accroche à nos stéréotypes? Malheureusement, parce qu'ils nous permettent une simplification cognitive de notre environnement et ils nous permettent d'agir plus facilement avec tous les biais de reproduction que cela conduit. Si on continue, on voit bien ici que nos stéréotypes vont engendrer nos préjugés vont influencer nos évaluations diagnostiques, qui vont influencer nos évaluations formatives, c'est-à-dire notre manière aussi d'être avec les autres, d'orienter les personnes, et ça va avoir une influence sur une partie beaucoup plus visible que sont nos évaluations sommatives et certificatives. Certificatives, je pense à des concours, mais sommatives, on les retrouve même sur les entretiens professionnels. Quand je dis sommative, j'ai aussi cette évaluation-là à l'esprit. Si nous continuons, on peut voir ici, et la liste n'est pas exhaustive, mais tous les biais qui rentrent dans les processus d'évaluation. Les processus d'évaluation, que ce soit pour des recrutements, pour des entretiens d'embauche, pour des avancements, pour bref, un certain nombre de situations, on va se retrouver en processus d'évaluation. On voit sur l'effet Matilda, la contribution des femmes est systématiquement minimisée. C'est vrai dans le travail d'équipe, c'est vrai sur des articles où la question, quand il y a eu un travail de groupe, si elles, en particulier, si les femmes
ont véritablement participé à ce travail et à quel niveau. C'est un peu moins vrai sur les hommes. L'effet de halo, à partir d'un critère, on crée une généralité sur l'ensemble de la personne. L'effet Matthieu, bon, c'est le seul endroit où je citerai la Bible. Du coup, car à celui qui a, il sera donné, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, il lui sera même ôté. Du coup, c'est de percevoir qu'à partir du moment où on a un a priori positif sur une personne, on aura tendance généralement à beaucoup plus la doter. Ce qui est vrai sur tout type de personnes dans le fonctionnement d'une équipe, mais c'est vrai aussi au niveau des élèves. Si on perçoit que les élèves, on place un stigmate positif sur un élève en termes de capacité cognitive ou quoi que ce soit, qui peut être fait de différents moyens, eh ben, on aura tendance à interagir davantage et à le laisser progresser davantage. Et c'est totalement vrai avec l'effet topaz. Donc là, je passe de la Bible à la littérature, hein, pour les enseignantes de français qui nous regardent. L'effet topaz, je vous rappelle, un topaz, on est ici avec du coup Topaz chez Pagnol, donc titre éponyme, où Topaz réalise une dictée et ça passant devant un élève qui est un peu plus faible, à un moment il dit des moutons vont, et dans des moutons on s'aperçoit que l'élève ne fait pas l'accord du pluriel et donc redonne la phrase des moutons vont. Et à travers l'effet Topaz, on s'aperçoit qu'avec les gens qu'on juge plus faibles, on va leur donner la solution tout de suite, donc ils auront la solution. A contrario, ils n'auront pas construit l'apprentissage et se tromperont à nouveau la prochaine fois. Donc même au sein de la classe, on s'aperçoit ici des différences de construction qui vont être basées sur aussi l'interprétation qu'on peut avoir des élèves forts et des élèves faibles. Et les élèves faibles sont bien sûr souvent marqués par un stéréotype, et en particulier stéréotype de genre dans bon nombre d'activités. Le principe de double standard, c'est qu'un même comportement va amener d'élèves, par exemple, ou de personnel, hein, va amener une réponse différente du supérieur, du N+1 ou de l'enseignant, alors que c'est exactement le même comportement d'un homme ou d'une femme. Donc ce qui change, ce n'est pas le comportement de l'homme ou de la femme, c'est l'interprétation et l'acceptabilité qu'en a le N+1. La menace du stéréotype influence les tâches que nous créons, que nous préparons, ont une influence sur le degré d'engagement des personnes dans ces tâches. Donc la manière dont on propose une tâche à tous les niveaux a une influence sur l'engagement des personnes. On va arriver après sur les biais de confirmation que vous connaissez, sur les biais cognitifs comme celui que j'ai pu évoquer, et également sur d'autres biais où les personnes les plus compétentes souvent se sous-estiment, à contrario des personnes les plus compétentes, ce qui laisse aussi, surtout dans une réunion de management, réfléchir à la circulation de la parole et à la capacité à chacune de s'exprimer pour faire avancer le projet en question. Donc si nous continuons, on s'aperçoit par exemple sur l'Université d'Orléans, on a mis en place dans les processus de recrutement l'obligation de réaliser des tests d'association implicites pour nos comités de sélection, pour pouvoir détecter nos degrés de dépendance aux stéréotypes. Nous avons tous des degrés de dépendance aux stéréotypes. L'enfer, ce n'est pas les autres, hein. L'enfer, c'est soi-même, ça commence par soi. Donc du coup, il faut être en capacité de voir son degré de dépendance aux stéréotypes. Donc on a commencé avec un test ici qui permet de voir que tout le monde, évidemment en fonction de sa socialisation, est affecté. Puis après, nous faisons une transition sur d'autres éléments. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Sur la sensibilisation aussi des comités de recrutement, alors par des données genrées, mais également par des vidéos. C'est-à-dire tous les comités de recrutement chez nous commencent par une vidéo qu'ils doivent regarder et qui démontre un certain nombre de biais de genre qui sont mis en place. En particulier, pour des femmes, est-ce que vous avez vraiment des disponibilités pour ce travail et ainsi de suite, qui ne sera pas posé évidemment aux hommes. Ce type de questions, beaucoup moins souvent, ce qui traduit des attentes différentielles et des biais potentiels. Si nous continuons, on arrive sur la deuxième partie, garantir l'égal accès au corps, emploi et grade. Donc je rassure tout le monde, j'irai un peu plus vite sur la deuxième partie. Donc sur cette partie-là, si nous développons et avançons, voici, en tout cas pour l'université, ça n'a pas valeur d'exemple, c'est juste une illustration sur ce que nous avons pu mettre en place, c'est-à-dire souvent ça pose la question des droits. Les droits des personnels à beaucoup de niveaux ignorent les possibilités en termes de changement de corps, en termes d'accompagnement, d'ergonomie pour pouvoir être au mieux dans certains postes,
sur des aspects que j'ai pu déjà évoquer juste avant, sur les congés, les retours de congés, l'accompagnement de congés, sur les fiches de service et ainsi de suite. Donc tout ça est pris en compte. Si nous développons et avançons un peu plus vite, évidemment, dans cette deuxième partie, mais qui est intimement liée avec la partie précédente sur les écarts de rémunération, il va falloir une vigilance de l'ensemble des personnes qui touchent de près ou de loin. Donc ces personnes auront été sensibilisées et formées sur les questions de l'avancement, du repyramidage, des listes d'aptitudes. Il faut que la question d'égalité soit en permanence présente à l'esprit lorsqu'on avance sur ce type de questions, pour éviter de reconduire en particulier des effets démographiques inégalitaires au sein des corps. Donc là, c'est un axe de réflexion. L'autre axe de réflexion, c'est la préparation au concours. Il faut être en capacité d'identifier des personnes et de les amener sur certains concours de direction, entre autres, pour pouvoir les préparer et les accompagner au fur et à mesure avec des process qui sont ici très très clairs. Ça peut être aussi, nous, sur l'Université d'Orléans, on a mis en place des tutorats pour accompagner les néo-MCF, donc les nouveaux maîtres et maîtresses de conférences, sur l'HDR et les faire venir rapidement sur l'habilitation à diriger des recherches qui leur permettra après de postuler sur des postes de professeurs d'université. Et si nous continuons, on voit l'importance, encore une fois, mon propos n'est pas ici dans une logique de silo, de créer des synergies. Les synergies sont internes au rectorat, évidemment, à travers les différents niveaux évoqués, mais également avec les partenaires extérieurs. Et donc là, je mets donc clin d'œil effectivement au rectorat de l'Académie Orléans-Tours, puisque nous avons mis en place une convention qui permet de favoriser ces synergies, parce que nous n'avons pas tous et toutes les mêmes compétences à chaque niveau. Donc aller puiser les compétences, les outils, les choses qui se font déjà à d'autres niveaux pour voir leur application à un niveau infra, ou voir créer un continuum tout simplement sur les questions d'orientation, on est obligé de travailler ensemble. Moi, au niveau de l'université, c'est déjà quasiment trop tard, sauf je peux passer sur la licence et le master, mais avant d'arriver en licence, il y a tout un travail de déconstruction des stéréotypes. Et enfin, si nous continuons sur les derniers aspects, on peut voir que ça peut transiter par des actions très très simples, comme une créée par exemple ici, dans le prolongement du propos porté, sur lutter contre les stéréotypes de genre au niveau de l'informatique, en mettant en avant, valorisant des étudiantes en informatique qui déconstruisent en fait les stéréotypes. Et donc c'est des expositions qu'on a à cœur de faire voyager aussi auprès des établissements scolaires. Et si nous continuons, voilà, alors dispositif de formation des maîtres de conférences et des personnels. Ça implique aussi d'avoir un parcours de formation pour les managers, les manageuses, un parcours de formation pour les nouveaux maîtres de conf, pour les nouveaux personnels, de manière à ce que chacune puisse partir sur une culture commune de l'égalité. Si nous continuons, 3 pistes conclusives. 3 pistes conclusives qui n'ont pas prétention à tendre à l'exhaustivité, mais qui amènent néanmoins des axes de réflexion et peut-être autant de questions. C'est comment créer un continuum entre la DRH, les sphères RH, les chargés de mission, PERDIR, IPR, IEN, qui travaillent dans un ensemble, non pas dans un silo, mais dans un ensemble avec une perspective, deuxième point, intégrative sur les aspects d'égalité. Ce n'est pas quelque chose qui est, encore une fois, annexe, connexe, qui relève du dispositif dont on s'occupera quand on aura le temps, mais comment intégrer ces dimensions d'égalité dans ces missions au quotidien, puisque a priori, nous allons tous vers la même finalité du système, ou alors nous ne sommes pas dans le système et ça pose d'autres questions. Et enfin, un dispositif à lui seul ne peut pas garantir l'égalité. Souvent, on me pose la question, mais quel serait l'outil idéal pour garantir tel aspect ? Ça dépend en réalité des intentions qui s'emparent de l'outil. Des intentions, à la fois des intentions conscientes et inconscientes qui s'emparent de l'outil. Et il n'y a pas un outil, il n'y a pas une baguette magique qui garantit l'égalité. Ça dépend des intentions, et quand on parle d'intention, et là ma boucle sera bouclée, on revient à la citation que je vous ai donnée en introduction. Il faut être capable de lutter contre soi-même et tous les stéréotypes que l'on véhicule au quotidien sans s'en rendre compte. Donc notre pire ennemi, c'est soi-même, c'est-à-dire son inconscient que l'on véhicule. Et contrairement à l'idée souvent diffusée, ce n'est pas les autres. Donc par rapport à ça, si on passe sur la slide suivante, voilà, c'était tout simplement pour vous remercier de votre attention.
en ayant peu ou prou respecté le temps qui m'était imparti. Mais néanmoins, effectivement, j'ai pu balayer, on va dire, à large trait un certain nombre d'éléments, parfois évoquer des situations plus précises en termes de recrutement. Et nul doute que ça fasse écho, que ça puisse soulever un certain nombre de questions et bien volontiers d'en discuter avec vous. Je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup Didier Chevrier pour cet exposé qui expose des points d'ancrage extrêmement clairs pour le pilotage des cadres sur le sujet des gestes RH égalitaires. Quelques réactions dans le chat et je vais proposer peut-être à Sandrine Bettencourt d'engager le débat finalement à la lumière des points très forts que vous avez apportés. Sandrine Bettencourt, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur Ménagier. Rebondir peut-être juste sur la fin de votre expression, Monsieur Sabrier, puisque là, l'objectif de notre échange à venir, c'est de voir avec les cadres qui nous écoutent comment transférer dans leur propre pratique quotidienne ces réflexes, j'allais dire, cette culture de l'égalité. Donc on est parti de la déconstruction des évidences et de la conscience des stéréotypes et des biais qui nous animent. Et alors on avait une interrogation très intéressante d'une participante qui fait le lien justement entre la RH égalitaire femmes-hommes et puis ce qu'on incarne auprès des élèves en termes de valeurs et donc d'égalité aussi filles-garçons. Et donc la question c'est mais comment intégrer cette attention à l'égalité dans le management d'un EPLE avec des enseignants. Alors je ne sais pas si enseignants c'est parce que c'est une majorité d'hommes, la personne peut peut-être écrire dans le chat si c'est le cas, avec des enseignants en fin de carrière qui n'ont pas conscience de ces biais et qui n'ont absolument pas le temps de se préoccuper de la question. Ah là là, très belle question, très très belle question pour commencer. Ça pose la question en filigrane de la formation initiale et de la formation continue. Il est vrai que ce genre de questions sont de plus en plus incorporées dans les formations initiales où je le vois, je vais parler encore une fois de ce que je connais le plus, l'Université d'Orléans, mais on voit que dès que des nouveaux personnels arrivent, il y a des parcours de formation qui sont créés et qui permettent de partager cette culture de l'égalité. Là, la question sous-jacente, c'est oui, mais quid des personnels qui sont beaucoup plus anciens et qui pensent effectivement tout savoir de par leur expérience, sans s'adapter aux modifications parfois de la société et aux injonctions qui sont faites, par exemple, à travers la loi de transformation de la fonction publique. Donc là, ça pose la question de la formation continue, qui est une réelle question dans le champ de l'éducation nationale, qui est une question aussi au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, et comment rendre ces formations continues obligatoires d'une certaine façon. Et c'est là où j'utilisais tout à l'heure le terme de cheval de Troie, c'est-à-dire que quand vous créez vos plans d'action égalité au niveau académique, vous avez quand même des marges de manœuvre pour rendre des choses obligatoires. Le but n'est pas de créer des degrés de l'égalité en termes de contrôle qui seront défaillants, mais vous pouvez créer des choses que vous jugez obligatoires pour certains personnels et ainsi de suite. Et ça permet de rattraper certains personnels qui passeraient sous les radars. Donc ça, au niveau de la gestion RH égalitaire. Après, au niveau des élèves, parce qu'il y avait, me semble-t-il, deux parties. Il y avait le lien avec les élèves également. Le lien avec les élèves pour peut-être se décentrer de la perspective que j'ai évoquée, que ce sont uniquement les enseignantes et les enseignants d'histoire-géographie qui feraient les EMC et qui formeraient les citoyens et les citoyennes et qui amèneraient de facto une question, que font les autres par rapport à la finalité du système et de se dire, oui, mais moi, j'ai déjà entendu, je vous le livre tel quel, pour être intervenu pendant quand même un certain nombre d'années dans les INSPE, c'est de se dire, oui, mais moi j'ai une discipline, moi j'ai un programme, moi j'ai pas que ça à faire. Et là, on voit par le discours que l'enseignant privilégie ses connaissances à la finalité même du système, ce que je trouve excessivement dangereux en soi. Bref, par rapport à la société, par rapport à l'édification de la République. C'est que l'un et l'autre, en fait, vont de pair. Les valeurs se construisent dans le processus même d'apprentissage. C'est le chemin que l'on crée pour aller au produit qui permet de vivre des expériences. Donc la connaissance en soi, oui, est intéressante, mais elle n'est pas une finalité. Elle est juste un processus qui va générer la création de valeur. Et pour exemple, je vais vous donner deux exemples.
pour dire oui, mais est-ce que ça change fondamentalement la didactique des disciplines? Non, ça ne change pas fondamentalement la didactique des disciplines. Je rassure celles et ceux voilà, qui nous regardent. Mais imaginons un enseignant, et je prends volontairement des disciplines qui, de prime abord, peuvent paraître plus éloignées de ces questions-là. Où on imagine plus difficilement mettre en place ces dimensions. Je vais prendre par exemple en mathématiques, en disant mais moi en mathématiques, mais comment je fais pour réfléchir avec mes élèves aux questions de valeur, à la création des valeurs? C'est assez simple me semble-t-il. A priori, vous apprenez toujours les moyennes, les médianes au collège. Vous faites ça à partir de chiffres, parce qu'il faut calculer à partir de chiffres, des moyennes et des médianes. Vous pourrez très bien prendre les salaires hommes-femmes dans certaines professions, calculer les moyennes et les médianes, et à la fin de votre cours, vous avez atteint vos objectifs didactiques premiers, c'est-à-dire ils savent calculer une moyenne et une médiane, très bien. Et à la fin, une question d'ouverture, est-ce que vous constatez une différence du coup entre les hommes et les femmes? Est-ce que ça vous semble normal dans une société qui prône l'égalité? Est-ce que ça a changé fondamentalement le cours? Non, mais ça a amené une pierre à l'édifice supplémentaire. Et si chaque enseignant fait de même, de fait, on renforce. Et ça donne en plus une cohérence aux élèves. C'est-à-dire que les élèves se rendent compte que tous les enseignants vont dans le même sens. Alors, juste pour filer, peut-être la question relayée par Sandrine Betrancourt. Et vous venez de démontrer qu'on peut situer le sujet dans l'approche disciplinaire, très facilement. Sur la question qui était posée, que faisons-nous avec des enseignants plutôt en fin de carrière, mais est-ce qu'en début de carrière, on part du principe qu'il est plus aisé, plus facile d'adopter ces points de vue ou est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui peuvent aussi concerner les enseignants débutants? Est-ce que c'est une question d'âge finalement, cette question-là, ou est-ce qu'on est dans une visée plus intégrative que ça finalement en termes de pilotage? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Normands et de Normandes qui nous regardent, j'ai envie de faire une réponse normande, mais non, c'est un peu des deux, dans le sens où il y a une dimension générationnelle. Évidemment, si certains personnels ne se sont pas tenus informés des obligations légales et ainsi de suite, on s'aperçoit d'un décrochage, d'un décalage évident dans les discussions. Ça, c'est un premier point. Néanmoins, ça ne veut pas dire que parce qu'on est jeune, il y a une sorte de totem d'immunité par rapport aux inégalités. Loin de là. Pourquoi? Parce que les jeunes, ça peut être des jeunes perdirs, ou je vais raisonner avec des jeunes enseignants, vont se retrouver dans des situations éminemment complexes à gérer, avec des décisions à prendre dans l'urgence, très souvent en ayant moins de routine, moins d'expérience et ainsi de suite. Donc, qui dit moins de temps pour prendre une décision, dit activation généralement beaucoup plus souvent des stéréotypes en arrière-plan, parce que nos stéréotypes servent aussi à prendre des décisions rapidement. Donc, il y a ici un parallèle. Voilà, je ne dirais pas que parce qu'on est plus âgé, je vais mettre dans les plus âgés, on est forcément moins bon sur les questions d'égalité, et qu'à contrario, parce qu'on est jeune, on est forcément très bon sur les questions d'égalité. Ça dépend véritablement de son parcours de formation initiale, évidemment, mais de formation continue. Et après, ça nous amène des réflexions. On n'apportera pas toutes les solutions maintenant, mais de rendre obligatoire un certain nombre de formations dans le plan d'action égalité, en termes de formation continue, c'est important, mais même, il pourrait être, allons même au bout des choses. Ce ne sont que des hypothèses, hein. Il n'y a aucune certitude ici avancée, mais on raisonne à 360 degrés. À un moment donné, il y a quand même des évaluations qui sont réalisées, des personnels, et le N+1 peut très bien demander d'avoir suivi telle ou telle formation dans le cadre de ses missions. Et donc, à la fin de l'année, ça laisse une année pour faire la formation, qu'elle soit en présentiel, en distanciel, dans le plan d'action, dans le plan de formation académique ou autre, et on voit si le personnel a réalisé cette formation. Et là, on avance. Mais je ne crois pas, et je l'ai dit en propos liminaire, je ne crois pas aux formations qui sont sur le bon vouloir des personnes, pour l'avoir expérimenté pendant très très longtemps. Quand les formations sont sur le bon vouloir des personnes, qui va-t-on retrouver dans ces formations? Des personnes qui sont déjà en fait engagées sur ces questions-là. Donc c'est bien, ça permet d'avoir des discussions très poussées sur l'opérationnalisation, sur la réalisation, mais on ne touche pas en fait les personnes qui sont le plus éloignées de ces questions. Et ça reste que mon humble point de vue. On a deux témoignages qui sont intéressants pour continuer à voir ces opérations de transfert. Donc l'un qui évoque une situation de recrutement d'une jeune femme, 35 ans,
à qui on pose la question si ce n'est pas un problème avec des enfants en bas âge de prendre de telles responsabilités, puisqu'en l'occurrence c'est pour être personnel de direction. Donc il y a une situation très intéressante RH qui peut se retrouver dans le PLE et à d'autres moments. Donc j'aimerais bien que vous réagissiez là-dessus. Et l'autre qui est aussi très très intéressante, qui est que il se trouve que, et on en fait effectivement la lecture tous les jours, que ce soit les documents pédagogiques ou les documents qui servent au compte-rendu professionnel, ils sont finalement très très genrés. Alors souvent, soit ils invisibilisent complètement les femmes, c'est-à-dire que c'est tout au masculin, neutre, soi-disant, soit effectivement c'est encore plus... Et que donc le témoignage nous dit que les professeurs, même femmes, n'ont pas forcément non plus conscience de ça, et que effectivement le moment de l'évaluation peut être un moment pour discuter avec eux de ces questions-là. Et ça, je pense, la personne ne le dit pas, mais moi, ça me fait penser au fait qu'effectivement, on peut avoir des situations dans les établissements scolaires, notamment, où effectivement, les femmes sont plus en retrait pour prendre des missions supplémentaires, et que c'est à interroger par le personnel de direction par rapport au fait que leur stéréotype à ces femmes serait de considérer que peut-être, c'est normal que ce soit les hommes qui prennent le plus de missions. Voilà, sur ces 2 points. Et j'aurai après un dernier point. Alors, deux questions, 2 belles questions à nouveau, je vous en remercie. Sur le premier, la question ou les questions de recrutement et les questions de recrutement des femmes et des hommes, on voit que les dimensions de double standard qui opèrent avec des questions qui sont totalement orientées, genrées. Je tiens quand même à rappeler par rapport aux responsabilités, quand on pose la question en filigrane, est-ce que vous aurez véritablement le temps de prendre cette responsabilité, et qui insinue ouvertement que derrière, il va avoir potentiellement une grossesse ou que vous avez déjà des enfants, et qui quasiment la question dissuade la personne qui pourtant est venue déjà jusqu'à l'entretien de continuer l'entretien. On n'est pas très loin de l'article 225-1 du Code pénal sur les discriminations. Enfin, pour ceux et celles, les membres de jury qui viendraient à poser des questions de cet ordre-là pourraient s'exposer en retour à des recours à la fois au sein du tribunal administratif, mais également en termes de discrimination au niveau pénal. Donc là, ça pose une véritable question, et ça pose surtout un point important qui n'est jamais réfléchi, ou très peu réfléchi, c'est d'avoir un guide aussi d'entretien au niveau des recrutements. C'est-à-dire refaire un point avec les membres des équipes de recrutement, l'équipe de recrutement, le jury, avant chaque recrutement. Sur l'Université d'Orléans, nous, ce qu'on a fait, c'est projeter une vidéo. Une vidéo qui rappelle tous les biais potentiels qui est, entre guillemets, il ne faut pas utiliser. Voilà. Mais on pourra aussi aller plus loin en rappelant, et on compte le faire, c'est pour ça que je l'évoque, rappeler dans cette vidéo aussi toutes les choses qui sont juridiquement non viables dans un entretien. Pour replacer le cadre, avec une vidéo qui soit très courte, on va dire en 10 minutes grand maximum, on replace tout le cadre, et que tous les membres du jury ou du comité de sélection, ou peu importe, aient vu la même chose. On se replace dans le cadre d'un ce qu'est un recrutement avant de venir sur le recrutement. Et ça me semble être, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais c'est au moins une des réponses qu'on peut apporter pour éviter ce type de dimension. Sur les documents professionnels, totalement d'accord. Totalement d'accord. Il y a une vigilance, et là on revient sur la phrase d'introduction de Cornelius Castoriadis, c'est-à-dire les certitudes les mieux ancrées qui sont interrogées avec le plus de vigueur. On est totalement dedans. Nous utilisons des choses au quotidien que nous questionnons quasiment pas, et qui pourtant structurent grandement notre manière de voir, de penser, de réfléchir, et qui orientent même nos décisions. Donc oui, il y a un travail à faire sur les documents administratifs, sur les formulations, les tournures parfois aussi de phrases sur certaines questions, parce que je vous ai indiqué que la manière dont on présente certaines questions, certaines tâches, certaines situations peut créer une menace du stéréotype. Donc à partir de là, oui, il faut reprendre sous cet œil-là les documents administratifs pour faire en sorte que ceux-ci n'orientent pas ou ne génèrent pas une culture totalement genrée au sein de l'administration concernée. On nous demande juste, parce que le pitch était très bon, si la vidéo de l'Université d'Orléans est en vente libre. Elle est en vente libre.
Alors, il y a deux choses pour l'université. On l'a fait tout d'abord sur les COS, les comités de sélection des collègues enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses. Donc, ce sont des vidéos qui sont très orientées enseignement supérieur, recherche, avec un comité de sélection, recherche, où vous allez voir tous les biais. Les articles, oui, mais là, elle est en deuxième position. Mais si elle est en deuxième position sur cet article-là, c'est peut-être pas elle qui a vraiment fait le travail, c'est peut-être son directeur de thèse. Tandis que l'autre à côté, l'autre candidat qui est un homme, la question ne se pose pas. Et donc, on voit tous les biais dans ces comités de sélection qui sont, je suis désolé, mais c'est vrai, des comités de sélection très, très spécifiques. Notre idée, et là le teasing est insoutenable et le suspense sera insoutenable, c'est qu'on a prévu dans notre prochain plan d'action égalité que j'ai présenté très très rapidement, je n'ai pas décliné, il y a une cinquantaine de fiches d'action et dans ces cinquantaines de fiches d'action, c'est d'avoir des vidéos pour chacun des comités de recrutement et des vidéos qui soient spécifiques du coup à certaines catégories d'agents. Parce que toutes les vidéos comme celles pour les enseignants-chercheurs ne sont pas transposables, en fait, n'ont pas sens pour les autres agents. Donc on travaille dessus. Un peu de patience si vous les voulez, on va y arriver, mais je pense qu'il faut transiter là-dessus. Une question dans le chat qui s'exprime de la manière suivante. Cette formation, sensibilisation, est-elle obligatoire ou uniquement proposée ou à suggérer? Ce qui renvoie à la question peut-être aussi en référence à ce que vous disiez en début d'exposé. Il faut passer du dire au faire. Et pour passer du dire au faire, est-ce que les pilotes peuvent se sentir responsables à la fois de leur processus et de leur organisation? Je pense qu'effectivement, il y a deux niveaux. L'obligation peut être créée à différents niveaux. Je pense que le facultatif, voilà, je me suis exprimé là-dessus, avec toutes les limites d'une formation facultative ou d'une sensibilisation facultative. Où et quand rendre obligatoire? En fait, soit c'est inscrit directement dans le plan national. Bon, dans ce cas-là, il n'y a pas à discuter, il faut appliquer. Avec toutes les difficultés aussi que ça pose au niveau national, hein, dans la discussion avec les organisations syndicales, il faut voir qu'il y a d'âpres discussions aussi au niveau national. Alors, mais parfois, on ne s'en rend pas compte au niveau régional ou de la région académique. Après, soit de se dire, on le rend obligatoire dans le cadre du plan académique. Et là, ça me paraît être un très bon étage. Après, si ce n'est pas dans le plan académique, voir en tant que perdir ou chef d'établissement, est-ce que moi, je prends la décision de le rendre obligatoire et autres? C'est aussi une possibilité. Donc après, on sait que, et je le vois par expérience, les formations obligatoires, parce que ça fait quand même un certain temps que je suis vice-président d'université, mais dans les mandats précédents, quand je parlais de formation obligatoire, c'était levée de bouclier, mais non, on a autre chose à faire, mais on a nos projets de recherche, ça va nous prendre du temps, et ainsi de suite. Après certains déboires, après certaines situations délicates à gérer, après aussi tout un phénomène de société qui est passé par là, on s'aperçoit que maintenant, il y a aussi une prise de conscience de ne pas attendre de se retrouver face à des situations difficiles pour savoir gérer. On est plus dans une logique proactive désormais qu'une logique rétroactive. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. De dire, mais il va falloir anticiper quand même un certain nombre d'éléments. Donc je suis, pour ma part, pour l'obligation, et l'obligation placée le plus haut possible dans la hiérarchie des normes pour pas que ça puisse faire débat. Moi-même, pour exemple, les premières obligations que j'ai créées dans mon tout premier plan d'action égalité étaient pour les chefs de file. C'est-à-dire les N+1, concrètement. Les directeurs et directrices de laboratoires, de composantes, les responsables d'équipe, responsables de services administratifs, DRH, commission disciplinaire et ainsi de suite. Tout, on va dire, ce haut du panier, toutes les personnes qui sont en décision sur des postes de direction. Puis après, de cette première étape qui a été acceptée, basculer sur une formation de tous les personnels. C'est comme ça que sont rentrés, là dans le deuxième plan d'action égalité, la formation de tous les personnels sur un certain nombre de questions. Alors, quand on dit formation des personnels, ça pose aussi la question des ressources en interne. Parce que quand on parle d'une région académique, ça fait énormément de personnel. Mais quand vous parlez d'université, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, dire toutes les formations en présentiel, ça risque d'être délicat. Donc, il va falloir peut-être transiter par des outils, d'où le développement de e-learning qu'on a mis en place sur l'université, qui permettent justement la réalisation, alors quand on veut, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est mis en place et structuré sous forme d'épisodes, avec en plus une certification à la fin.
une certification avec des questions aléatoires qui circulent en fonction de... Voilà. Et ça permet d'obtenir sa certification. Donc le N+1 n'est pas obligé de faire la formation. Les personnes qui sont, je reprends l'exemple des référents et référentes académiques, ne sont pas obligés de faire toutes les formations et d'animer toutes les formations de la région académique parce que sinon ils ne feraient que ça. Donc ça transite aussi par ces moyens. Je ne vois pas d'autre solution. Et néanmoins, ça ne veut pas dire que ça va remplacer les formations en présentiel, mais les formations en présentiel vont permettre d'aller plus loin avec peut-être certains types de personnels qui vont être placés au front sur les questions de l'égalité. Alors, on a une autre petite question intéressante parce qu'elle est très... elle touche des choses un petit peu compliquées pour, j'imagine, donc pour un personnel de direction, mais pour tout cadre en situation, qui est de comment faire pour porter et incarner une parole égalitaire dont on est convaincu, quand dans l'établissement, on sait que certains personnels peuvent tenir des propos sexistes en direction de leurs collègues féminines et parfois même devant les élèves. Alors, il y a une réponse que vous allez donner qui est aussi légale, mais très concrètement, pour un ou une chef d'établissement confronté à cette situation, voilà, qu'est-ce que vous diriez, par quel bout il peut peut-être avancer Alors, il est vrai que la culture de l'égalité n'est pas forcément l'apanage de tout le monde, et on peut retrouver parfois dans certaines dynamiques de groupe, que ce soit en établissement, pour un pair-dire ou une pair-dire, mais également en service de rectorat, à l'université, le mauvais goût peut s'installer à peu près de partout. Là, j'avais évoqué tout à l'heure l'article 225-1 qui faisait référence aux discriminations. Là, j'ai une autre dimension juridique qui me vient à l'esprit en premier lieu. C'est en l'occurrence la définition du harcèlement sexuel. La définition du harcèlement sexuel, peu le savent, mais la définition du harcèlement sexuel, ce sont des actes répétés par des gestes, par des propos, des paroles à connotation sexiste ou sexuelle qui créent une ambiance dégradante, humiliante ou offensante en raison du sexe de la personne. Là, je vous la donne en substance et pas littéralement, bien évidemment, mais vous aurez compris le propos. Où il y a la notion de répétition qui vient se mettre en place. Il faut savoir... la cour d'appel d'Orléans jugeait, par exemple, donc il y a une dimension quand même de jurisprudence, a jugé, alors non pas l'université d'Orléans, je vous rassure, évitez toute ambiguïté, mais a jugé un journal. Pourquoi ? Parce qu'une des collaboratrices du journal avait porté plainte pour harcèlement, parce que dans ce journal-là, ils avaient mis sur les murs des images à connotation sexistes ou sexuelles. Donc ce n'étaient pas des images à caractère pornographique, mais c'était des images où vous aviez plutôt des femmes dénudées ou dans des positions sexy, comme vous pouvez imaginer certains calendriers et ainsi de suite. Alors vous allez dire, voilà, toutes les publications ou autres n'ont pas forcément bon goût, mais elle a porté plainte, ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a porté plainte pour harcèlement et elle a obtenu gain de cause. C'est-à-dire que ça ne la visait pas elle directement, ça ne la visait pas, tous ces agissements de l'équipe et ainsi de suite ne la visaient pas directement, mais créaient une ambiance humiliante, offensante, hostile en raison de son sexe. Et elle a obtenu gain de cause. Ce qui veut dire que, en fait, déjà, tout ce qui sont ces éléments que je sens en arrière-plan de blagues et autres, peuvent caractériser déjà une notion de harcèlement, qui est accessoirement un délit. Premier point. Et quand bien même ce n'est pas un délit, il existe une autre infraction qui s'appelle l'outrage sexiste, mis en place dans le code pénal depuis 2018 avec la loi Schiappa, qui est exactement la même définition, hormis le fait qu'on retire la notion de répétition pour pouvoir caractériser une infraction unique. Et donc là, on est dans la dimension infractionnelle, généralement par des contraventions et ainsi de suite au niveau pénal, mais qui peut avoir son versant administratif. Puisque là, il y a un problème en termes d'éthique professionnelle. On touche à l'éthique professionnelle. Puisque, encore une fois, la dimension pénale, je m'y réfère, mais encore une fois, on est sur un jugement pénal qui est quelque chose, et parallèlement à ça, vous avez toute la voie administrative. Et la voie administrative, tout le jugement administratif, réfère sur l'éthique et la déontologie. Ce sont deux bases différentes et totalement différenciées. Donc là, je pense que dans cette situation, replacer le cadre légal pour indiquer qu'en fait, une blague comme celle qu'on peut imaginer, en fait, n'est pas une blague.
c'est à minima un outrage sexiste, voire ça peut caractériser du harcèlement sexuel. Déjà, ça replace un cadre. Nul n'est censé ignorer la loi, donc on replace le cadre. Moi, je l'ai déjà eu fait. J'ai déjà eu fait en réunion avec des collègues, où un collègue se permet une réflexion. Je fais la minute juridique. Voilà, je replace. Bon, il ne l'a pas refait. Et après, si ça devait continuer, ou pour aller au-delà, pour éviter la réitération, on va retransiter par les actions de sensibilisation et de formation. Donc on retombe toujours sur les mêmes choses. Tant qu'il n'y a pas les informations, les sensibilisations et les formations, on va empêcher la création d'une culture de l'égalité chez bon nombre de collègues. Merci. Donc on invite tous les collègues, cadres et pilotes à oser savoir mener ce que les Québécois appellent des entretiens courageux, puisque vous êtes équipés réglementairement, juridiquement et déontologiquement pour pouvoir le faire. Merci beaucoup Didier Chavrier. Madame Bettencourt, est-ce que vous avez une ultime question issue du chat ? Non. Bien, dans ce cas, il me reste... oui, allez-y, je vous en prie. Peut-être une dernière question, mais par rapport à l'ultima. Par rapport à toute la conférence qu'on vient d'entendre, une question qui pourrait se poser pour les cadres qui nous écoutent, c'est-à-dire que comment prendre en compte l'égalité professionnelle dans la répartition des missions et des responsabilités, et donc de valorisation des talents, etc., quand on a deux personnes à compétences égales. C'est-à-dire là, qu'est-ce qui se pose ? Qu'est-ce qu'on doit interroger ? Donc c'est tricky comme question. Oui, totalement. On finit par la meilleure question. Est-ce qu'il faut rattraper et compenser la dette ? Voilà. Une question de dette, on ouvre plus largement. C'est une vraie question. C'est une vraie question de positionnement RH. Et c'est même au-delà d'une question de positionnement RH, c'est une question de telle qu'on perçoit l'égalité et comment aller sur l'égalité. Parce qu'en réalité, vous avez plusieurs voix, mais je vais caricaturer et peut-être restreindre le propos à deux voix. Vous avez une voix qui est plutôt un féministe différentialiste. De se dire, on va mettre plutôt en avant les différences des femmes et on va rentrer dans une logique de quotas, quasiment, parce qu'elles sont inexistantes à un certain niveau, et donc par une logique de discrimination positive, qui reste néanmoins une discrimination dans le propos, une discrimination positive, on va permettre ici de placer des femmes dans certains milieux et de rééquilibrer. L'avantage, c'est que ça permet d'avancer très très rapidement. Est-ce que ça fait avancer aussi rapidement les mentalités ? J'en suis moins sûr, mais ça permet de faire avancer. De l'autre côté, il y a une perspective universaliste, en se disant, à force de lutter contre les représentations stéréotypées et ainsi de suite, de fait, on va arriver à l'égalité. Donc c'est peut-être une perspective qui est un peu plus constructiviste, si je peux le dire ainsi, mais qui est beaucoup plus lente. Et si on fait des projections où il faut attendre encore 100 ans pour arriver à une égalité ou un positionnement des hommes et des femmes au même niveau, c'est effectivement excessivement risqué comme pari. Donc on va être plutôt dans une perspective transversale, où il va falloir manier les deux et avancer sur les deux en même temps, les deux positions. Après, quand sur un poste, et c'est une vraie question, on a deux personnes qui ont des compétences égales, une expérience égale, et ainsi de suite, et que vous voyez dans vos statistiques RH que dans ce corps-là, ce groupuscule, enfin ce groupe, on va rester sur le groupe, pas le groupuscule, mais dans ce corps-là, vous avez un déficit qui est total, est-ce qu'en tant qu'RH, vous dites j'accentue le déficit ou j'essaye de rééquilibrer ? Et au regard des politiques publiques, les politiques publiques auraient plutôt tendance à vous dire il va falloir rééquilibrer à un moment donné. Donc rééquilibrer à un moment donné, vous n'avez pas 36 000 façons de le faire. Rééquilibrer, faire entrer les personnes dans un corps, c'est soit par recrutement initial, soit par liste d'aptitudes, soit par... et ainsi de suite. Et que ça soit dans un sens ou dans un autre, parce que dans certains corps, on a une surreprésentation des femmes également. Donc ça dépend le type de corps, à telle position, dans tel secteur. Bref, il faut avoir vraiment une analyse pour chaque corps, chaque secteur. On en revient donc au diagnostic à faire, à la cartographie. Toujours. À la cartographie historique et actuelle de qui a les missions, les responsabilités. De toute façon, je ne conçois pas qu'on puisse rentrer dans une logique de projet sans avoir une évaluation diagnostique précise. Parce que pour savoir sur quel point agir, et surtout après pour pouvoir faire une évaluation formative ou sommative en se disant 1 an ou 3 ans plus tard, où en sommes-nous ? Est-ce que les actions que nous avions envisagées ont permis une réelle évolution ? Et parfois on tente des choses, on passe à côté, mais c'est pas grave. On est capable de changer le fusil d'épaule pour repartir à l'attaque. Et parfois on tente des choses qui marchent.
Et donc là, ok, on sait que ça marche, donc on va garder ça. Dans le deuxième, par exemple, plan d'action égalité, on va remodifier d'autres choses et on essaye d'avancer pour agir concrètement sur les réalités de notre terrain, qui ne sont pas les réalités forcément de l'autre région académique. Écoutez, merci Monsieur Chevrier pour l'ensemble de vos contenus et pour ces échanges sur des sujets et des questions qui sont jamais véritablement simples à piloter et à régler. Merci beaucoup pour votre intervention. Avant de redonner la parole à Sandrine Bettencourt, je souhaitais en fin de webinaire vous présenter tout d'abord et tout simplement la page magistère, l'espace magistère qui sera dédié toute cette année à l'animation de cette formation dans les territoires académiques. Vous la voyez à l'écran, elle sera très progressivement remplie, nourrie, y compris d'indicateurs que la DGRH et Sandrine Bettencourt ont concoctés pour vous et qui sont des supports intéressants pour commencer la dimension d'analyse et de pilotage sur ces sujets. Et puis dire deux mots sur les ateliers en académie, en vous précisant que l'approche retenue privilégie un travail entre pairs, sans posture de surplomb. Ça, c'est important, où chacun pourra avancer à égalité dans l'acquisition de ses savoir-faire. C'est une logique qui justifie aussi une animation forte confiée à un binôme, les référents et référentes académiques égalité professionnelle que vous avez cités, mais aussi des chefs d'établissement, des inspecteurs, des administratifs, dans le vivier de formateurs des académies qui viendront contextualiser, incarner peut-être certaines situations vécues aussi. Et il est important de proposer cet apprentissage de cette manière collaborative et incarnée. Le conducteur d'atelier, qui est plus à destination des animateurs et des formateurs, a été conçu pour permettre de travailler sur un temps court à partir de situations inégalitaires relevées dans les territoires, nous le disions en début d'émission. Son animation assurée par ce binôme permettra à tous les personnels d'encadrement de travailler à partir d'une trame, d'un guide extrêmement actionnel. Quelle est la situation inégalitaire que nous observons, que nous relevons, comment nous avons l'habitude de la traiter individuellement ou collectivement, comment nous allons faire dorénavant pour changer nos gestes professionnels et faire avancer l'égalité RH. Donc voici les travaux qui vous attendent en académie. Je précise que l'ensemble de vos productions seront déposées dans l'espace magistère et nous prendrons le temps d'en faire une analyse et un retour aux académies au territoire pour contribuer à outiller et à préciser ces situations professionnelles. Sandrine Bettencourt, vous avez aussi un certain nombre de ressources à indiquer au moins en cette fin d'émission et qui sont des ressources structurantes. Merci Nicolas. Donc vous le retrouverez effectivement dans ce guide et sur la plateforme Magistère, mais d'ores et déjà vous indiquer que, outre le plan national d'action pour l'égalité professionnelle, cette formation, elle s'ancre vraiment dans vos territoires sur l'articulation qu'il y a entre les feuilles de route RH académiques et les plans d'action académiques qui sont pour une très grande majorité bien enclenchés, sinon publiés et déjà en action. C'est important parce que pour la DGRH, et c'est le sens de cette formation et de toutes les formations que l'on fait, il faut vraiment contextualiser à vos environnements. Et donc que ce soit pour les cadres pédagogiques ou pour les cadres administratifs, la feuille de route RH, qui d'ailleurs comprend le plan d'action et ses indicateurs, permet de situer un petit peu votre action sur le plan de la RH égalitaire. En ressources, vous aurez également la liste des modules qui sont sur Mentor. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Mentor, mais bon, dans la plateforme Magistère, ça vous sera indiqué. C'est des modules très très courts, hein. Certains sont 30 minutes et le plus long, il doit être d'1h30 sur l'égalité, les questions d'égalité, de lutte contre les discriminations. Et je crois, pour avoir vu dans le chat qu'il y avait une demande, qu'il y a aussi un module sur les biais. Mais encore une fois, ce n'est pas les biais, en pédagogie ou en didactique. Là, c'est effectivement à vous renvoyer vers les parcours égalité filles-garçons qui en traitent parfaitement.
Et dernière chose, vous aurez un renvoi sur un parcours d'auto-formation qui avait été fait par l'IH2EF et un groupe de référents académiques il y a 2 ans, hein, qui s'intitule « Promouvoir l'égalité et la diversité au travail ». Qui est d'une durée globale de 6 heures en auto-formation, mais dont on va, pareil, faire le travail d'ici le mois prochain, d'indiquer à chaque métier un parcours un petit peu plus rapide, un petit peu plus, comment dire, fléché, pour que ce soit vraiment, parce que c'est notre souci, notre obsession avec M. Ménagy, voilà, que vous puissiez vous en emparer au quotidien, transférer comme Didier Chavrier, voilà, vous en a donné des exemples, un certain nombre de choses qui peuvent être transférables dans vos périmètres. Et bien sûr, vous aider à faire ce fameux diagnostic de la situation. Alors, en EPLE, en plus, c'est quelque chose de passionnant en EPLE à faire, de regarder un petit peu son équipe enseignante et éducative avec les lunettes de l'égalité professionnelle femmes. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Et je vous remercie en vous rappelant que cette conférence, cette émission a été bien sûr est enregistrée, qu'elle sera disponible dans l'espace magistère dédié ainsi que sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'IH2EF. Et nous espérons tous ensemble qu'elle vous aidera, elle vous aura aidé à chausser ces lunettes de l'égalité professionnelle et à repérer dans votre quotidien les petits gestes et les grands gestes qu'il convient de mener ensemble pour faire avancer ce sujet. Merci à vous, à très bientôt en territoire pour les ateliers et pour l'auto-formation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.